Donc, autour de la table, Anaïs Wajidis. Bonjour Anaïs, docteur en géographie, spécialiste de l'industrie, mais on en reparlera évidemment ensemble. Guy Mamoumani, donc bonjour Guy, coprésident du groupe Open, et Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens. Salut Erwan, et merci d'être avec nous. Donc, la séquence de la semaine dernière, moi je l'ai trouvée absolument passionnante, et elle résumait peut-être ce début de campagne. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, Nicolas Dose, donc interview Éric Zemmour et commence en lui disant, en fait, j'ai lu votre programme, je me suis ennuyé. Et Éric Zemmour, en fait, dit, il dit pas j'assume totalement, mais en fait, il réfléchit et il dit, vous avez raison, la révolution est ailleurs. Voilà ce qu'il répond. Et lui, donc, c'est évidemment du côté de l'immigration et toutes ces histoires. Et j'ai trouvé quelque part que c'était une forme de symbole. Tiens, Anaïs, je vais démarrer avec vous. C'est vrai, une économie laissée en marge. Oui, il y a les mesures, j'ai presque envie de dire basiques, la retraite à 64 ans, 100 000, 200 000, suppression de postes de fonctionnaires, on ne sait même pas d'ailleurs si ça a la moindre importance. Ils glissent ça dans leur programme, etc. Mais en fait, il n'y a aucune réflexion un peu originale à l'occasion de cette présidentielle sur les sujets économiques. Et le cercle des économistes, d'ailleurs, s'en étonne. Comment est-ce que vous regardez ça ? Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on s'en surprenne, parce que je crois que l'originalité dans la vie politique française, elle nous a quittés déjà depuis plusieurs années. En tout cas, c'est mon point de vue. Déjà en 2017, il n'y avait pas forcément de grande innovation dans la campagne. Alors peut-être dans des styles de campagne, mais dans les discours, on revient toujours quand même à la même chose, c'est-à-dire la retraite à points, l'assurance chômage pour les démissionnaires, l'ensemble de la campagne, qu'il a laissé de côté, mais l'ensemble de la campagne Macron, elle était quand même économiquement en rupture, Anaïs. Elle était, économiquement en rupture, mais encore une fois, on est sur un sujet qui est assez intéressant, c'est-à-dire que finalement, est-ce que des programmes en rupture amènent des politiques de rupture ? Très bonne Donc réponse. finalement, est-ce que quand on veut des programmes de rupture et qu'on n'est pas capable de les conduire derrière, on ne contribue pas à engranger encore plus de défiance, de rejet des citoyens à l'égard de la classe politique et de sentiment que finalement, peu importe qui est au pouvoir, les programmes sont les mêmes. Et la deuxième chose, ça pose la question du courage déjà de porter quelque chose d'innovant et ensuite de mettre en œuvre ces mesures. Et donc là, la campagne, elle est très... Il y a d'une part le gouvernement qui est quand même toujours un peu dans cette forme d'autosatisfaction. On a eu des chiffres assez extraordinaires là, au cours de ces 2 derniers jours. 1 million de créations d'entreprises, ce qui ne veut absolument rien dire, parce qu'on a majoritairement des micro-entreprises. Les 25 licornes... pardon Anaïs, plus de 220 000 sociétés classiques dans ce million. Oui, 220 000. Ce chiffre-là aussi est historique. Non, mais quand on regarde la courbe fournie par l'INSEE, on voit qu'on est quand même sur une tendance... le pic se fait surtout sur la micro-entreprise, ce qui pose quand même des questions sur l'état de l'entreprise. On a tout un indice des entreprises en France, l'état de l'économie française. Il y a quand même... Je ne dis pas que le résultat n'est pas historique, mais ce que je critique, c'est cette espèce d'autosatisfaction en permanence des chiffres qu'on voit à outrance sans prendre la peine de décortiquer ce qu'il y a derrière. Est-ce que ça se traduit en phénomène économique ? Et donc la campagne, elle risque d'être à la fois centrée sur le Covid, parce qu'on a cette sorte d'imprévision et de difficulté à se projeter, sur un concours peut-être de mesures sur de la réduction d'un côté, de la réduction d'aide publique, de l'autre côté, d'aide publique coule à flot et que finalement plus personne ne s'est restructuré, et au détriment d'un vrai projet de société. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est finalement d'avoir des candidats qui portent une vision de la France et d'un pays qui doit se transformer au regard de l'échéance climatique auquel on est confronté. Donc le cercle des économistes cite 7 sujets principaux. Alors ils disent 1,5 million. Moi j'avais lu que c'était plus en fait. De jeunes gens qui sont donc totalement en dehors de toute structure. Ça fait à peu près 20 ans que tu as 15% de la classe d'âge, donc à peu près 100 000 gamins qui disparaissent, qu'on appelle NEET, qui disparaissent de toute structure. Donc voilà, ça va plus loin que les décrocheurs. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de tout. Ils sont sortis d'absolument tout. Donc, premier sujet pour le cercle des économistes, pouvoir d'achat, les retraites, le rôle de l'État et les finances publiques, la réindustrialisation, l'environnement et l'Europe. Erwan, comment est-ce que tu vois cette absence quand même? C'est la première fois qu'on voit des candidats l'assumer d'une certaine manière à ce point-là, en disant on a un seul, on a un problème de société et l'économie suivra. Alors, il y a 5 ans, j'étais dans un autre think tank qui s'appelait la Fondation Concorde, et j'étais en charge de chiffrage des différents programmes des candidats. Pendant la primaire de la droite, c'était absolument extraordinaire quand on s'occupait de ça, parce que c'était vraiment une orgie d'idées, de propositions.
toutes plus ou moins innovantes que les autres, mais en tout cas, l'économie était vraiment on va dire, le juge de paix de cette élection présidentielle. Je me rappelle quand on avait fait quelques papiers dessus. Quelle année, Erwan ? 2016-2017. Ouais, c'est ça. Le programme de Fillon, je me rappelle quand on était en la primaire, il y a eu beaucoup de retours, notamment sur les réseaux sociaux. On avait plusieurs d'autres méta-analyses. En fait, quand on avait chiffré que c'était le programme le plus rigoureux, il y avait en fait tout simplement, on avait fait plus de 10 ou 15 000 retours directs, instantanés, justement, sur ce genre de communication-là, parce que c'était ce que venaient chercher les gens. Il y avait le côté, quelque part, je veux un bon gestionnaire, je veux effectivement un programme qui soit le plus dur possible, etc. Mais l'économie, en tout cas, était au cœur du projet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Covid a complètement anesthésié notre habitus et notre homo economicus, et en fait a complètement créé une distorsion par rapport aux grandes variables économiques qu'on avait. La croissance n'est plus un problème parce qu'on est en train de vivre l'année avec la croissance la plus importante depuis 40 ans. Le taux de chômage n'est plus un problème parce que c'est le taux de chômage le plus faible depuis 15 ans qu'on a. Les déficits et la dette publique ne sont plus un problème parce que l'argent est gratuit, et les déficits commerciaux ne sont plus un problème parce que de toute façon personne n'y comprend rien. Donc le problème, c'est qu'on a ces conjonctions de ces 4 justement grands problèmes économiques qui, du coup, vu que soit c'est plus un problème parce qu'au final facialement on a des taux qui sont historiquement hauts parce que l'année dernière ils étaient historiquement bas, rappelons-le. On se dit que c'est pas grave. Et d'un autre côté, on a une classe politique qui n'y comprend pas grand-chose à l'économie et qui s'adresse à des électeurs qui n'y comprennent encore moins. Donc quelque part, ça arrange bien tout le monde de faire une campagne qui soit pas sur l'économie, qu'on va ressasser allez, bah là, qu'est-ce qu'il nous faut effectivement 100 000 fonctionnaires, impôt de production, ça a bien marché dans les enquêtes d'opinion. Il y avait 10 milliards, 40 milliards. Qu'est-ce que c'est que 30 milliards aujourd'hui ? C'est une paille. C'est 10 mois de tests gratuits. Donc en fait, on a complètement perdu tous les agrégats financiers. Il y a 5 ans, Stéphane, si je vous aviez dit, je propose une mesure de baisse d'impôt à 20 milliards, vous m'aurez regardé en me disant sortez de ce plateau, vous n'êtes pas sérieux. Aujourd'hui, quand on vous dit 20 milliards, c'est ce qu'a dit par exemple dernièrement Éric Zemmour, c'est ce que dit Valérie Pécresse, on vous dit ouais bon 20 milliards c'est pas très ambitieux, on va regarder plutôt de chez Mélenchon. Et 100 milliards de Mélenchon, il y a 5 ans, je me rappelle, on avait commenté son programme, c'était complètement apocalyptique, c'était ridicule. On avait même dans certains modèles économétriques fait peser un risque sur la crédibilité de la monnaie de la zone euro, sur un plan à 100 milliards. Aujourd'hui, 100 milliards, on se dit petit joueur, petit. Non mais c'est catastrophique parce que quand vous voulez arriver là-dessus, alors tous les candidats ne sont pas encore arrivés en campagne, le président de la République se déclarera le plus tard possible, je pense. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme programme là-dessus ? La seule mesure, je suis d'accord avec vous, il avait un programme vraiment innovant, c'est pas un jugement de valeur, mais sur des choses qui effectivement étaient nouvelles en 2017. Mais la seule mesure sur laquelle justement il a non seulement gagné des points et il y a eu un survote, l'IFOP a fait un très très beau travail géographique justement sur les intentions de vote avant et après la mesure, c'est la taxe d'habitation. Il y a eu un survote entre 20 et 30 points dans les communes qui ont un taux de taxe qui payent la taxe d'habitation à un taux entre 15 et 20 points supérieur à la moyenne nationale. Ce qui était, c'est juste une incise, j'ai pas encore eu le temps d'en parler, mais j'en parlerai. C'est l'une des seules promesses qu'il a respectées, c'est celle qu'il aurait mieux fait de ne pas respecter. Voilà. Non, je referme la parenthèse, mais supprimer la taxe d'habitation. Je suis d'accord, surtout quand on voit... Mais quelle aberration, mon Dieu. C'est pas grave, 20 milliards, on les trouvera ailleurs, mais le truc, c'est que... Non, mais derrière, tu déroules la crise du logement. Hein. Pardon, je le dis d'un mot, mais le lien entre un logement et une commune sur la fiscalité, il était fondamental. Et le logement, de toute façon, on est en train de créer une bombe. Il y a Robin Rivaton, une interview dans le Figaro il y a 2 jours, qui disait qu'en fait, lui, il estime que dans 2 ans, on aura une crise du logement qui sera une crise sociale absolument catastrophique. Et donc, du coup, quand vous avez cette conjonction-là, on n'y comprend plus rien. De toute façon, ça ne sert plus à rien d'y comprendre grand-chose, parce que l'économie est magique aujourd'hui, elle fonctionne toute seule. Non, je comprends. Et d'un autre côté, vous avez la seule proposition qui a fonctionné il y a 5 ans, ce qui a généré un survote, ce que cherchent les candidats, c'est une mesure purement électoraliste et purement clientéliste. À quoi ça sert justement de suivre les préconisations de Jean Hervé ? J'ai le plus grand respect pour Jean Hervé, je suis d'accord avec son programme, des points qui manquent. Le logement, les NEETs, c'est une bombe sociale absolument catastrophique. Le décrochage industriel, le décrochage en R&D, le décrochage éducatif, le décrochage territorial, la fracture numérique, enfin tous ces sujets-là, mais à quoi ça sert ? Parce que de toute façon, votre temps d'antenne en plus aujourd'hui, votre temps politique est de plus en plus restreint, vous n'avez que très peu de temps pour avancer des choses, donc il vous faut de la punchline, du pré-mâché. Ces sujets-là, ce tronc complexe pour de la punchline, mais je vais promettre des baisses ciblées, une mesure sur l'identité, un truc sur l'immigration, puis une petite phrase pour faire un petit peu parler. Aujourd'hui, le but, c'est d'occuper l'espace jusqu'à jour de l'élection, Stéphane. C'est plus d'être le plus crédible, c'est d'occuper le plus... Oui, mais n'empêche que je trouve que je suis parfaitement d'accord avec ce que disait Anaïs, c'est-à-dire que effectivement, nous avions, nous aussi, moi j'étais à BFM Business, on avait participé avec Emmanuel Le Chypre, voilà, que je salue d'ailleurs, j'en profite. On avait fait aussi ces opérations de chiffrage, etc. On avait même essayé de faire un peu d'économétrie, qu'est-ce que ça donnera en termes de croissance, etc. et tout. Anaïs a raison. À l'arrivée, en fait, ce luxe de détails n'a servi absolument à rien et tout a été rangé aux oubliettes. Et ceci explique peut-être aussi en partie cela. Guy ?
Écoutez, moi, je ne vais pas en rajouter à mes collègues, mais s'il y a bien une révolution qui est oubliée dans tout ça, c'est la révolution numérique, franchement. Alors bon, déjà, Jean-Hervé Lorenzi, ça ne me surprend pas. Moi, j'aurais mis en numéro 1 la révolution numérique, puisque... Non, j'aurais mis en numéro 1 nos gamins, quand même. Mais non, parce que les mères de tous les autres, on va, par exemple, trouver des nouveaux moyens d'intégrer les gamins grâce au numérique. La grande école du numérique en est un exemple. Dramatique aussi. Depuis combien de temps, Guy, la grande école du numérique ? Elle a 10 ans. Et ben voilà. Et il y a déjà... Et elle n'arrive pas à remplir ses effectifs. Mais parce que... tu vois, parce qu'en fait, tu vas pas les chercher. Enfin bon, bref. Alors, je vais finir sur ce que j'ai dit, je vais te répondre là-dessus. Quand Zemmour a été interviewé, je crois, par Caroline Leroux, elle lui a posé une question... Sur le Python. Le Python, etc. Bon. Il ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Je ne lui en veux pas trop. À la limite, peut-être que d'autres hommes politiques auraient rebondi. Mais il aurait pu parler de la révolution numérique à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qui lui est totalement étranger. Or, allez, on va en prendre tous les exemples. La santé, l'éducation, l'industrie. T'as personne à convaincre ici. Moi, j'ai une question précise. Oui, Attends, j'ai une question précise. Il faut enseigner le Python à l'école ? Mais bien sûr. Ah, tu crois mais ça, évidemment. Toi ? Il vaut mieux en primaire enseigner le Python. Mais bien sûr. Prendre un peu de cours de français et d'orthographe. En quoi c'est exclusif ? Mais non, tu peux pas rajouter sans arrêt. Tu peux pas rajouter sans arrêt. Mais non, c'est. Ils sortent, ils savent pas écrire, ils savent pas lire et écrire. Ils sortent du primaire. Non, mais voilà. Ça n'a rien à voir. Mais ils n'ont pas attendu d'avoir le problème du Python pour ne pas savoir lire et écrire. C'est un autre sujet. Et encore, je pense que le numérique peut aider à apprendre à lire et à écrire. Mais aujourd'hui, pour former non pas des ingénieurs, non pas des travailleurs du numérique, des citoyens, il faut à tout prix donner un bagage numérique depuis l'enfance. Je vais donner un exemple. Si vous expliquez à un enfant ce qu'est une donnée, ce qu'est un algorithme, vous pouvez être sûr qu'il va comprendre pourquoi Facebook est gratuit et pourquoi il faut l'utiliser avec attention. Et donc, il faut reprendre tout ça. Et je dirais que, en particulier sur les décrocheurs, je ne sais plus comment tu les appelles. Les NEET. Voilà. N-E-E-T. Le travail de la grande école du numérique, quand même, qui concerne 20 000 jeunes chaque année. Tous les jours. Chaque année. C'est un travail absolument formidable. Donc, personnellement, si j'étais président de la République, j'augmenterais massivement toutes les questions de formation, du primaire, la grande école du numérique, jusqu'à l'université, pour préparer à ce nouveau monde. Parce que vous me faites tous rire. Si vous voulez parler de quoi et que vous allez être dans un nouveau monde qui n'a plus aucun rapport avec l'ancien, des contrats de travail issus de la révolution industrielle, tout ça, vous allez vous retrouver devant un mur. Donc, je vous invite, messieurs les candidats, à bien réfléchir. Guy, j'ai pas besoin de savoir comment marche un moteur à explosion pour avoir mon permis de conduire. Voilà. Tu vois, j'ai l'impression qu'avec... J'ai l'impression d'entendre ma femme, inspectrice de l'éducation nationale. Je vous salue. Alors, Cathy, voilà, tu as un bon représentant avec Stéphane. Mais non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un outil, le numérique. Non, mais le Python, c'est un outil. Ah non, mais le Python, c'est un... Allez, moi, je te parle de ça. Mais moi, je ne parle pas... Oui, d'accord. Python, ok, on fait partie. Bon. Regarde les programmes, d'ailleurs, intéressants, que le ministre Blanquer a mis en œuvre, que ça soit dans le primaire, que ça soit dans le secondaire, avec son CAPES d'informatique, son agrégation d'informatique. Eh bien, c'est un programme général autour du numérique. On n'est pas là pour apprendre à coder, ça n'a aucune importance. D'accord. Il faut que le coding soit un des éléments, mais on est là pour comprendre cette révolution, puisqu'elle va nous concerner pour chacun d'entre nous. Anaïs, il faut apprendre le Python ? Il y a de très bons experts du numérique. Par contre, là où je suis assez d'accord, c'est que tout le monde parle aujourd'hui de réindustrialisation. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit l'industrie n'est pas dans le cœur de la campagne. Justement, elle est au cœur de la campagne, mais personne n'y comprend rien. Et donc, tout le monde dit on va rapatrier des usines sans comprendre le détail. Et c'est très lié justement au numérique et à toutes les questions autour de la donnée. Quand tout le monde parle d'industrie 4.0, d'usines de plus en plus automatisées, on a tout un bloc numérique qu'on doit comprendre autour des produits et puis toute l'évolution des modèles économiques. Et ça, on n'en parle pas du tout. En général, on parle d'un côté de l'industrie et de l'autre côté du numérique et on n'arrive pas à lier les deux sujets qui représentent aussi, parce que c'est un des thèmes qui va revenir dans la campagne, aussi des questions de souveraineté, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, qui représentent plein de défis en termes de maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un industriel ne maîtrise pas la couche du soft, ce qui se passe de plus en plus, son risque, c'est de se faire réingardiser. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans l'automobile. C'est ce qu'on va voir dans plein d'autres produits, notamment dans le B2C, où
la couche logicielle va être plus importante que finalement le support physique. Et c'est là qu'on est en train, à mon avis, de perdre des avantages stratégiques considérables et d'être en retard technologique, ce qu'on ne va pas pouvoir rattraper, sauf aller faire des acquisitions un peu ciblées à l'étranger. Alors que le ministre Macron, à l'époque, a lancé un programme très intéressant qui s'appelle Industrie du futur, qui justement devait répondre à ce qui vient d'être... Mais ils sont dedans. Enfin bon, Anaïs, tu leur parles plus que moi, mais tous les industriels sont dedans aujourd'hui. Je ne sais pas si... Enfin, alors, pardon, c'est évidemment essentiel à l'industrie. Je ne sais pas si c'est un sujet de président de la République que de parler du mariage de l'industrie de papa et du numérique. C'est un sujet d'industriel. Je ne dis pas que c'est qu'on doit faire une campagne là-dessus. C'est juste quand on parle de réindustrialisation. On essaye d'en faire un thème fort de la campagne pour toutes les questions qui ont été évoquées, que ce soit la balance commerciale, que ce soit de l'emploi, etc. Le numérique est un sujet... En fait, ce que je veux dire à travers ça, c'est que quand on regarde les politiques, ils ont des approches extrêmement silotées de tous les problèmes. C'est-à-dire, on a l'expert de l'éducation, on a l'expert de ci, l'expert de ça, mais le fait... En fait, on sait très bien, je vais le rappliquer, peut-être un exemple qui parlera plus, quand on est dans une entreprise qu'on doit transformer, on sait bien que le problème, c'est pas forcément le transformation de la direction A, de la direction B, de la direction C, c'est l'interconnexion entre le A et le B, parce que c'est ici justement que tout le monde déverse les problèmes qui ne vont pas et personne ne veut s'en charger. Donc on est sur une déresponsabilisation générale. Et donc tous les sujets de la présidentielle sont liés. Donc traiter juste l'industrie sans prendre le numérique, je comprends. Sans prendre le sujet de la... Je comprends ce que vous voulez dire. Tout à fait. Et en plus, le numérique, avec ce qui se passe en ce moment autour des licornes, des levées de fonds, etc., résumé en fait à une ambiance start-up, start-up nation, etc., alors que le sujet est ailleurs. Juste, je te donne la parole, Erwan, mais puisque je savais que tu venais, le baromètre France Num, il est tombé la semaine dernière, et il est quand même très intéressant. Hein. Donc sur les TPE-PME, 66% maintenant, donc en décembre, ont un site internet, elle n'était que 37% avant la crise. 20% ont leur propre site e-commerce, seulement 9% avant la crise. 43% ont une plateforme d'échange de documents en ligne entre collaborateurs. C'était seulement 17% avant la crise. L'occasion de rappeler avec Guy que France Num, c'est 3500 activateurs, c'est-à-dire des experts, des spécialistes qui sont à votre service, à vous, voilà, chefs d'entreprise, TPE, PME, pour vous aider justement à enclencher l'ensemble de ce truc. C'est un travail absolument remarquable. Remarquable. Voilà une agence du gouvernement, comme on en critique beaucoup, mais qui est extrêmement efficace, terrain, et qui a des résultats. Absolument. Erwan. Non, c'est quelque part une des vertus de cette crise-là. On a notre observateur santé qui est en train de travailler sur la même chose, sur le domaine de la e-santé, de la télémédecine, etc. On remarque effectivement qu'il y a des variables absolument fantastiques. L'habitus s'est transformé de manière totale sur le numérique, que ce soit du côté B comme du côté C. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on dit toujours que ça nous a fait gagner 5 ans, cette crise, d'un point de vue digitalisation. Mais ce qui est encore plus malheureux, moi je rejoins ce que mes deux compères, mes deux camarades ont dit ici, c'est que malheureusement, ça ne transparaît pas. Il y a une différence totale, le marché n'est pas équilibré entre justement l'offre politique et la demande sociétale qu'il y a derrière. Le côté tout siloté, il y a... Oui, mais alors regarde, attends Erwan, je me permets de te couper. Alors j'ai déjà parlé de cette discussion passionnante que j'ai eue il y a maintenant quelques mois avec des professionnels du bâtiment. Je discutais avec eux, ils étaient tous là réunis, et ils étaient tous réunis à dire... on ne parle plus un mot de français sur les chantiers. Bon, voilà. Et donc, le truc était en train de monter dans la caméra, et je dis, mais pourquoi est-ce que vous... En gros, l'idée, si on les met tous dehors, qui va construire les maisons ? Je dis, mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas la parole sur ce sujet ? Et ils ont eu une double réponse. La première, on ne touche pas à ça. Hein. Et la deuxième, on est conscient que le sujet est ailleurs. Eux-mêmes, si tu veux, disaient, on est conscient que le sujet est sans doute plus identitaire qu'économique. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, c'est réflexion intéressante. Non, mais ce qui manque, enfin, le côté, ce que j'allais dire, c'est que ça va un peu dans ce que tu nous racontes, mais à force de tout vouloir siloter, en fait, qu'on branche qu'aux différents lobbies, qu'aux différents secteurs, on leur demande de siloter, d'être experts sur leur sujet, très bien, mais ce qu'on attend d'un président de la République, c'est la personne qui va présider aux destinées de la nation, c'est d'avoir effectivement une vision qui ne nous explique pas est-ce qu'il faut apprendre ou non le Python, mais c'est qui nous dise quelle France je veux dans 10 ans. Il y avait 3 candidats qui avaient proposé ça en 2017, même si c'est pas ma cam, il y avait Mélenchon,
il y avait Benoît Hamon et il y avait Emmanuel Macron. Et c'était les trois qui disaient voilà le projet que je veux. Emmanuel Macron, c'était le projet d'émancipation par le travail. Vous n'avez pas de diplôme parce que machin, c'est pas grave. La formation professionnelle, l'assurance chômage vous permet de la fluidité tout au long de votre vie et vous choisissez l'âge de départ en retraite. Hamon, c'était il y a une disparition de l'emploi à cause de la robotique, on va taxer les robots et on va financer un revenu universel. Et Mélenchon, c'était effectivement il faut se tourner vers les innovations qui soient justement de rupture pour en finir avec le capitalisme. Donc c'est pour ça qu'on va aller voir l'espace et notamment l'éolien en mer et derrière pour développer justement nos avantages comparatifs géographiques. Donc c'était très intéressant. On avait justement cette vision-là et c'est pour ça d'ailleurs que par abonnement, c'est pour ça que ces candidats ont plu et qu'il y avait vraiment une certaine émulation par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai des sous-préfets, j'ai des inspecteurs des finances qui m'expliquent effectivement comment est-ce qu'on va toucher tel et tel paramètre. Mais c'est peut-être pour ça aussi que, et là encore, c'est pas du tout ma cam, qu'Éric Zemmour justement a une certaine, une certaine appétence de l'électorat auprès de lui parce qu'on lui raconte une histoire. Aujourd'hui, vous pouvez pas justement faire de la politique sans raconter une histoire. Et cette histoire, elle doit justement être. Qu'est-ce que je fais elle doit inclure. Qu'est-ce que je fais de mes gamins justement de 15% d'une classe d'âge. Alors, il y a un petit biais sur les chiffres. On a publié une étude dessus. Nathalie Chussot a fait une super étude. En fait, dans les NEET, il y a environ 15 à 20% des effectifs qui sont les bac plus 5 en recherche après leur premier stage, qui n'ont pas trouvé leur premier CDD et qui du coup sont en recherche d'emploi. Ah, ils sont là-dedans. Bah oui, c'est c'est pas en stage ni en. D'accord. Donc en fait, on n'est pas exactement à 100 000. On est plutôt aux alentours de 60 000 parce qu'après vous avez aussi beaucoup de jeunes, ce qui est énorme. Parce que le problème, c'est que ces 60 000 personnes. Oui, donc on revient sur le 1,5 million sur 20 ans. Voilà. À peu près, mais ces 60 000 personnes-là, et là je suis encore plus pessimiste que Guy, c'est que nous, on a fait une étude sur les soft skills, et 60 000 personnes-là n'ont aucune soft skills de base, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont même pas capables d'arriver à l'heure à un rendez-vous, de dire bonjour en regardant dans les yeux ou de nouer une cravate. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des personnes qui sont même pas. Tu peux même pas leur dire de venir dans leur école du numérique, parce qu'en fait, ils ne voient même pas la nécessité de justement aller sur le marché du travail. C'est pas qu'on n'est pas dans la FISANA ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, c'est une question, il n'y a pas la brique de base. Et donc, du coup, tu ne peux pas construire des briques techniques au-dessus parce qu'il n'y a pas la brique de base. Donc, et le problème, comme tu dis, c'est 60 000 par an. Donc, tu es à 1,5 million sur 20 ans. Il n'y a rien qui est fait. Au contraire, tu as quand même une tendance à l'augmentation. Tu te dis, en fait, c'est simple, on va y arriver à 2, 3, 4, 5, 6 millions dans les années qui viennent. Tu cumules ça avec la crise du logement, le fait que justement, les jeunes, la part des jeunes dans le taux de propriétaires a été divisé par 2, le taux d'accès au logement diminue, le fait que justement, tu as une hyper concentration des revenus aux deux extrémités de la distribution des revenus parce que tu as des hyper qualifiés et des moins bien qualifiés et tu te dis aujourd'hui en absence totale de projets sur les 10 ans, la société qu'on a c'est une société hyper polarisée avec, excusez-moi de le dire, des gens qui sont durablement exclus du marché du travail, qui sont totalement inemployables et des personnes qui pourront se loger, d'autres qui ne le font pas. Mais tu vois, comment tu vis dans cette société-là et là tu te dis tu t'en fous de l'immigration, tu t'en fous de l'identité, parce qu'il y a des sujets qui sont structurellement en train d'exploser et qu'au final sont beaucoup plus importants que de savoir comment est-ce que je vais appeler mon fils ou Anaïs, vas-y. C'est un gros souci qui malheureusement, s'il n'est pas résolu là, la crise des Gilets jaunes a été en partie due parce qu'il n'y avait pas de débat économique pendant la campagne présidentielle de 2007 à cause justement des costumes. Là, s'il n'y a aucun débat de fond sur toutes ces questions-là, je plains le prochain président parce que ces débats-là, si jamais on ne les a pas à la télé et en famille pour justement avoir un petit peu une petite catharsis, on va les avoir dans la rue. Et c'est comme ça que tu radicalises des citoyens à peu près apaisés en justement des personnes avec un gilet jaune. Et en fait, c'est ce qui se traduit déjà en termes électoraux. On l'a vu, ça a commencé en 2017, on le voit sur les élections intermédiaires et à mon avis, la grande inconnue de cette présidentielle, c'est pas de savoir le score de la gauche unifié, pas unifié, ça va être le taux d'absentéisme. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle les électeurs traditionnels du PS qui se sont détournés vers Macron, ces gens risquent de ne pas aller voter parce qu'ils ne se retrouvent plus dans aucun projet de société. Et donc, on commence à avoir des phénomènes d'exit démocratique très sévères et le débat en fait, se repositionne sur des projets plus locaux, parce que les gens s'intéressent énormément à la politique, s'intéressent énormément au pays, et ça fourmille de plein d'idées, mais ils ne voient plus la politique comme une solution à la reconstruction de ce projet de société, et donc on a une société qui est en train de s'atomiser complètement. Tu vois, j'ai découvert ça, je dois dire, parce que je regardais les histoires d'inflation, de hausse de salaire et tout. Pardon, mais donc le point d'indice des fonctionnaires est gelé depuis 2010. 2010, mais enfin... Ils ont GVT quand même, mais... Ouais. Oui, mais enfin, quand même. Oui, le GVT est plus important que l'inflation. Mais bon, et plus important que l'inflation ? Ça peut arriver. Puis après, vous avez beaucoup de primes aussi qui se font. Mais... Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, je m'étais dit, là, je regarde l'hôpital, etc. Et tout. Donc, tu as aussi un sujet de reconstitution des services publics. Je ne sais pas si on aura le temps de parler EDF, mais enfin, bon, voilà. Donc, comment augmenter les fonctionnaires, essayer de redonner un tout petit peu de solidité aux principaux services publics sans abîmer la compétitivité et sans alourdir la dette, en fait, je comprends que si je suis candidat à la présidence de la République, je préfère laisser ça de côté, tu vois. Mais les salaires... J'ai pas la réponse, hein. Ouais. Non, mais enfin, tu vois, il y a une forme d'impasse
dans lequel est notre pays qui, à un moment, soit tu renverses complètement la table, soit tu... Ils avaient sorti un truc qui était assez intéressant sur les salaires de profs en début de carrière. Et en fait, les profs sont ceux qui ont le moins progressé en termes de salaire sur les 20 dernières années. Alors, je peux même te dire, Bac plus 5, donc professeur des écoles, Bac plus 5, tu as 80% du salaire moyen de l'ensemble des Master 2. Voilà. Mais la solution est aussi peut-être aussi à réfléchir sur le fonctionnement du service public en tant que tel, c'est-à-dire sur le fait que les gens aujourd'hui, moi c'est ce que je vois à l'université, c'est-à-dire les gens ne se consacrent plus à leur vocation, à leur métier. C'est-à-dire quand on choisit un métier en général, on essaie d'avoir une vocation, on passe beaucoup plus de temps dans des tâches administratives à remplir des dossiers pour essayer de trouver des fonds, etc., qu'à vraiment faire le métier qu'ils ont choisi. Oui, mais t'es coincé de partout, Anaïs. Je crois qu'il y a une surcouche administrative. Je discutais l'autre jour avec quelqu'un qui travaille sur le domaine des greffes. J'étais épatée entre le temps de greffe par rapport au temps administratif. On arrive sur des choses qui sont complètement incohérentes. Enfin, je ne suis pas une grande partisane de Koenig, mais quand il parle de simplification, je crois qu'il touche quand même quelque chose qui est vrai. Pour le moins de trucs, on est sur un empilement pour se sécuriser, on perd en productivité. Tu te souviens de Thierry Mandon et Guillaume Poitrinal? Juste un mot pour parler de ça, parce que Koenig, il n'a pas découvert. Thierry Mandon, Guillaume Poitrinal, Conseil national de la simplification, ils vont très très loin. Ils sont au bord de créer quelque chose qui aurait été l'équivalent du Conseil d'État, et puis bam, tout est laminé. C'est-à-dire que... Et il y avait de l'énergie là, avec ces deux-là. Vas-y. Je suis d'accord avec cette simplification telle qu'elle est définie par Koenig, par exemple. Hein. Parce que, disparition des normes, etc., ça ne marchera pas, ça ne se fera pas. En revanche, nous l'avons fait dans nos entreprises, notre modernisation. Comment fait-on pour absorber les différents règlements, la sécurité, le RGPD et tout ce qui arrive à chaque fois et pour autant progresser dans notre compétitivité, notre productivité? Donc ça, c'est un travail que l'État doit faire. Et si j'ai un reproche à faire au candidat Macron, c'est qu'il avait cette idée-là, cette vision de modernisation de l'État qu'il n'a quasiment pas mise en œuvre par rapport à ce qu'il pouvait faire. Prenons l'exemple des hôpitaux. Les hôpitaux, c'est quand même extraordinaire de voir que les salaires des non-soignants sont à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne modernise pas. Et c'est toujours... Je suis désolé de mon tropisme numérique, mais en fait, c'est normal, on revient toujours au sujet de la modernisation, de la transformation numérique, comme Anaïs l'a défini, c'est-à-dire une transformation qui soit en profondeur. Il ne s'agit pas d'informatiser un sujet, mais de transformer l'entreprise, transformer l'État. Et objectivement, tu disais, je ne vois pas de solution. Ben moi, je la propose, cette solution. C'est une modernisation générale de l'État. Et c'était le programme du candidat Macron. On marque une pause, les amis.